Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur un CTF de niveau facile encore, donc là on est sur le CTF Fauxnif CTF. Alors, pirater cette machine et récupérer le flag. Il y a beaucoup d'indices tout au long du chemin et ce CTF est parfait pour les débutants. Bon, vous le saurez si vous êtes débutant, ce CTF est fait pour vous, de ce qu'ils disent ici. Donc j'ai déjà démarré la machine virtuelle, hein, comme d'habitude. J'ai déjà fait ce CTF il y a longtemps, mais oui, il y a beaucoup de questions. On va lire l'énoncé vite fait. Cette boot to root machine est superbe pour les nouveaux débutants. Vous aurez énuméré la machine pour trouver des ports ouverts, faire des recherches en ligne. C'est incroyable le nombre d'informations que Google peut trouver pour vous. Décoder des hashes, brute force... un login POP3 et bien plus. Ça sera organisé, structuré d'une manière à vous guider étape par étape. Soyez sûr de vous être connecté. Crédit à Berserk 0 pour avoir créé cette machine. Du coup, déployer la machine, ça c'est fait. Utiliser un scan Nmap. Combien de ports sont ouverts? On va voir ça de suite. Je vais faire un petit dossier. Du coup, Nmap 10.10.228.179-A. nmap-results.txt. Ça va faire je sais pas combien de vidéos qu'on fait exactement le même scan nmap. Du coup on a le port 22 qui est ouvert pour le service SSH comme d'habitude, OpenSSH 7.2p2. Pour Ubuntu, encore une machine Ubuntu. Le port 80, donc il y a un serveur web sur la machine 2.4.18. Je me demande si on pourra pas trouver un exploit là-dessus. Robots.txt. Il y a une entrée qui est désactivée. Ok. POP3. Donc on a le port 110 pour le service POP3. Alors ça, il me semble que c'est pour les mails. Le service POP3, je sais que c'est par rapport aux mails. Après exactement, précisément à quoi ça sert, je ne sais plus. Il faudra que je regarde. Et 143 IMAP, c'est aussi un service qui sert pour tout ce qui est mail. Et qui n'a pas la même utilité que POP3 par contre. Bon là, on peut pas répondre à la question. Il nous demande juste combien de ports sont ouverts. 1, 2, 3, bon, il y a 4 ports ouverts, ok. Utilisez les informations des ports ouverts, cherchez, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Ok, je sais pas trop ce qu'ils attendent là. Utilisant Google, pouvez-vous trouver des informations à propos de ça? Ouais, on va chercher par exemple POP3. Ah bah là déjà, ça tombe bien, on a une doc qui nous explique la différence entre POP et IMAP, qui sont les deux services donc qu'on a trouvé ici. Enfin POP3, je sais pas si POP et POP3 c'est... Ouais c'est ça. Donc si j'ai bien compris, le POP3 ce qu'il fait c'est juste que les mails que vous recevez par exemple sur une adresse mail vont être envoyés sur le service POP3, ils seront stockés dans le service POP3 et c'est tout. Ça s'arrête là si j'ai bien compris. Le service IMAP, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de synchroniser plusieurs clients à un seul serveur. En fait, les mails sont stockés dans le serveur, pas sur un client. Et en fait, c'est vous, client, qui allez vous connecter au serveur et tous vos mails seront synchronisés sur le serveur. Donc ça vous permet d'avoir les mails qui sont synchronisés d'un client à un autre. Tandis qu'avec ça, les mails sont pas forcément synchronisés d'un client à un autre, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut décoder ces HMD5 ? Des hash, j'ai pas vu de hash. Peut-être sur le... on va essayer d'énumérer le service HTTP. Alors attendez, je vais faire gobuster dir-u http://. Je vais juste mettre ça là, voilà. 10.10.228.179/-w buster directory 2.3 medium.txt-o gobuster results. Oups. Mage, assets, ok, bon. Vous voyez, moi j'utilise toujours GoBuster, hein, mais il y a d'autres outils qui existent, genre DearBuster, je connais. Il y en a d'autres dont je ne connais pas forcément le nom. Il y a DearSearch, il me semble. Mais DearSearch, il me semble que c'est juste la version avec une interface graphique de DearBuster. Je me trompe peut-être par contre. 228.179, et on va aller voir manuellement pendant que le scan GoBuster tourne. Notre site web est temporairement hors service. Nous excusons pour ce désagrément. Ah, on a une information comme quoi il y aurait une fuite de leur base de données, ou une fuite de données tout court, je sais pas si c'est de leur base de données ou d'autres choses. Et ça a eu pour conséquence d'exposer les mots de passe et noms d'utilisateurs des employés. Les attaquants ont aussi été capables de hijack, prendre le contrôle de notre compte officiel Twitter. Tous nos tweets officiels ont été supprimés. Les attaquants ont pu délivrer des informations sensibles via ce média. Nous travaillons à résoudre ce problème le plus vite possible. Du coup, on a une information et on peut peut-être trouver donc des noms d'utilisateurs, voire carrément des mots de passe
en fouillant un peu du coup, on a leur compte Twitter ici, hop, copier. On va aller voir ça, on va aller sur Twitter, ça rame. Et je sais pas pourquoi, sur ma machine virtuelle, quand il y a un peu trop de... Quand on en demande un peu trop au niveau graphique surtout, ça a du mal. Hein. Ça voilà, c'est ça le compte Twitter. Il y a un pass-beam là, on va aller voir après. Lol, j'ai R8 security faucet. Too bad I'm dumping all your passwords. Là il y a un pass-beam. Rect, redirect, Pardon, mais ça c'est... Excusez-moi, mais ça me fait marrer ça. Not found? Ah mince. Peut-être avec la Wayback Machine on pourra voir. Il nous donne un lien vers la Wayback Machine au cas où le pass-bin en question, là, soit plus disponible. Bah, sinon j'aurais pu chercher moi-même en fait, mais bon c'est bien, moi ça nous facilite la tâche, il nous donne direct le lien, on n'a pas à chercher. La Wayback Machine, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste une genre de machine à remonter dans le temps d'internet. Ça permet de retrouver des choses qui ont été supprimées sur internet. Parfois on trouve, ça peut arriver qu'on trouve pas, hein, mais en tout cas on peut trouver pas mal de choses qui ont été supprimées normalement. Alors Fosnif Corp a été owned by Big Ninja, personne n'est protégé de mon intro traced skill, ok. Et là on a des noms d'utilisateurs, carrément des noms d'utilisateurs, ouais, avec les hashes des mots de passe, donc il va falloir qu'on craque ces hashes. Le MD5 était... Bon, en plus il nous donne le type de hash, bon après en général c'est ça qu'on a dans les CTF comme type de hash. N'est pas sécurisé, alors vous ne devrez pas avoir de mal à les craquer, mais j'étais trop flemmard pour le faire. Ok bon, donc on va récupérer tout ça. On va essayer de craquer ces hashes avec John. Là, il nous dit sur le côté qu'on peut utiliser hashkiller, mais moi je vais essayer avec John d'abord. On va enregistrer tout ça dans un fichier nano hash.txt. On va coller ça. Voilà, c'est bon, ça n'avait pas voulu les copier, j'ai dû retourner chercher tous ces hashes. Normalement, en plus, c'est déjà organisé comme il faut. C'est-à-dire qu'on a ici le nom d'utilisateur, le hash, et normalement, quand on va essayer de craquer ce fichier, normalement, il y a John, il devrait nous dire tous les hashes qu'il a réussi à craquer et à côté leur nom d'utilisateur. Donc j'imagine qu'une fois qu'on aura craqué justement ces hashes, on pourra essayer d'utiliser les identifiants qu'on a trouvés sur le service POP3 ou Nmap. IMAP pardon, et voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore changé son mot de passe du coup. Donc on va faire John h.txt égale /usr/share/wordlist/rockyou.txt et on va préciser le format, donc le format c'est raw md5 comme dans une des précédentes vidéos, je sais plus laquelle. Ah oui bah d'accord, on les a tous craqués. Ah ouais, ils ont tous des mots de passe ok bon, c'était plutôt rapide. Je crois qu'on a craqué sans exception tous les mots de passe. Et après à mon avis on va pouvoir essayer de brute force chaque compte. Donc ouais, on a pu décoder ces HMD5 en utilisant les mots de passe et noms d'utilisateurs que vous avez capturés. Vous pouvez utiliser Metasploit pour brute force le login POP3. J'ai pas envie d'utiliser Metasploit parce que ça a pas vraiment d'intérêt là. Je pense d'utiliser carrément Metasploit. On va faire avec Hydra. J'aurais pu vous montrer Metasploit, mais je préfère le faire dans une autre vidéo où ça a plus d'intérêt, où c'est vraiment nécessaire d'utiliser Metasploit. Du coup, je vais copier tout ça là et je vais les mettre dans une wordlist. Je sais pas si avec Hydra -help, est-ce qu'on peut préciser une wordlist colonne separated? Ah, ben voilà, c'est ça que je cherchais, -c. Voilà, donc si vous faites ce CTF que vous voulez utiliser Hydra, ou même si vous voulez utiliser Hydra dans un autre CTF, où vous avez carrément une wordlist qui contient nom d'utilisateur, mot de passe, donc vous savez quel utilisateur correspond à quel mot de passe, vous pouvez utiliser l'option -c majuscule. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, juste modifier ça, -c, et on va voir si on trouve donc des logins. On n'en a pas trouvé. Ah, j'ai peut-être une idée. Je pense peut-être savoir pourquoi. Ce qui pose problème, c'est peut-être le @fosnif ici. Il faut peut-être que le nom d'utilisateur doit être ça, hein. On va essayer comme ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça, on verra bien. Voilà, on enregistre, on va réessayer. Ah, c'était ça, ok. On a trouvé qu'un seul mot de passe qui n'a pas été changé pour l'utilisateur Sena. Ok, donc on va juste répondre. Bon, j'ai pas utilisé Metasploit, mais bon, là c'est pas nécessaire. What was Sena's password? Alors, quel était le mot de passe de Sena? C'était Scooby-Doo 2. Coller, submit. Pouvez-vous vous connecter au service POP3 en utilisant ces identifiants? Quelles informations, quels emails ou quelles informations dans ces emails pouvez-vous récupérer? On va voir ça. Bon, on va utiliser Telnet, hein, écoutez, Telnet 10.10.228.179. On a déjà utilisé Telnet dans le CTF NetSec Challenge. Et le port c'était port 110. Welcome to Fosnif Mail Server. Ah, c'est comme le FTP, là on fait user. Donc Sena, ok. Pass, Scooby-Doo 2. On est login, ok. Donc si je fais liste de messages, on a deux messages. RET. Ah ouais, mais
c'est les mêmes commandes qu'en FTP en fait. Et le numéro donc du mail, 1. Ah, et donc là on a un mail, oula, ah oui. Il y a quelques jours, un acteur malicieux a été capable de gagner l'accès à notre système d'email interne. L'attaquant a été capable d'exploiter un escape caractère mal filtré dans notre base de données SQL pour accéder à nos identifiants de connexion, la méthode d'authentification ainsi que le système SQL. Utiliser des méthodes legacy n'ont pas été mises à jour. Voilà, j'ai pas compris tout, j'ai pas réussi à tout traduire vraiment en français. Ce serveur est capable de recevoir et d'envoyer des mails, mais seulement localement. Le mot de passe temporaire du SSH est Seek and Bluff plus Secure Shell. Ok, et donc là on a un seul mot de passe et on va devoir brute force les noms d'utilisateurs avec. Je pense. À mon avis, c'est ça. Hein. Bon, je vous mettrai ça là pour les commandes POP3. Je vous le mettrai en description si jamais. Quel est le mot de passe temporaire qui a été mis en place pour elle? Donc c'est Seek and Bluff plus Secure Shell. Dans cet email qu'il a envoyé, en utilisant le mot de passe de la question précédente et le nom d'utilisateur de l'expéditeur, connectez-vous sur la machine en utilisant SSH. Ah, il nous donne carrément le nom d'utilisateur à utiliser. Ok. Après, on aurait pu le brute force aussi. Hein. Et vous savez quoi, pour le délire, on va essayer de brute force. Est-ce que, juste pour vous montrer qu'on peut faire ça comme ça aussi, je vais faire exit. Non, c'est quit alors. Voilà, c'est quit. ls, si je fais nano credentials. Attendez, je vais faire une copie de ce fichier en fait. Donc, voilà, donc là j'ai une word list avec seulement les noms d'utilisateurs. J'ai rajouté stone à la fin. C'est pas nécessaire pour le CTF et ils nous disent que c'est stone de toute façon, le bon nom d'utilisateur. Mais c'est pour vous montrer. Donc là, si je fais du coup hydra-l majuscule parce que j'ai une word list de noms d'utilisateurs, donc credentials-ssh, P minuscule, et là je précise donc le mot de passe entre guillemets. Et ensuite, je veux donc brute force l'adresse IP 1010 et je veux brute force le service SSH. Alors si ça fonctionne, et voilà, ça fonctionne. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils nous disent, si je fais SSH Basti, ce serait bizarre parce que normalement ils nous disent d'utiliser ah, ça marche, on a pu se connecter en tant que Basti, et ça marche en tant que stone ou pas du coup, parce que c'est censé on est censé utiliser l'utilisateur stone normalement. Ça fonctionne pas. Ah, il devait parler d'un autre mail peut-être. Attendez, on va rejeter un coup d'œil. C'était ok, list. Et là, si je fais RETR 2, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est parce qu'il parle d'un autre mail. Ah non, c'est le nom d'utilisateur de cette adresse mail là, ouais, c'est ça. Mais pourquoi de celle-là en fait? Donc c'est pour ça que je comprenais pas. En fait, c'est ce nom, c'est celui de. Quand ils disent utiliser le nom d'utilisateur de l'expéditeur, ils parlaient du deuxième mail en fait. C'est pour ça. Ouais, mais après, de toute façon, si vous voulez trouver facilement le nom d'utilisateur sans vous embêter, vous faites avec Hydra comme j'ai fait. Donc je vais faire SSH Backstein, voilà, CTRL-SHIFT-V. Et on est connecté en SSH, donc ça, je vais le valider. Hop. Ensuite, une fois connecté, à quel groupe cet utilisateur appartient? Est-ce qu'il y a des fichiers intéressants qui peuvent être exécutés par ce groupe? Donc je vais faire ID pour voir à quel groupe on appartient. On fait ID et on appartient au groupe user. Ok, bon. Si je fais sudo-l pour voir si on a des droits particuliers, CTRL-SHIFT-V. Ah non, on n'a pas le droit d'utiliser sudo. Si je fais ls-la. Ah, il y a quelque chose dans bash history ici, il est pas vide le fichier, dans l'historique bash. C'est peut-être ce que moi j'ai tapé, hein, du coup, hein, mais history, je vais y arriver. Exit. Ouais, non, ok, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, find /group users -type f. Et je vais rediriger les erreurs vers /dev/nul, on va essayer ça. Ça me complique peut-être la vie, hein, mais... Ah, attendez, j'ai vu un truc tout en haut là. Oula, c'est quoi tout ça? J'ai vu un truc en haut. Ici, on peut exécuter, regardez, /opt/cube.sh. On peut exécuter un script, opt/cube, clear ls. Donc il y a un fichier cube.sh, je vais faire 4cube.sh. Je sais pas ce qu'on peut en faire, on verra après. Déjà, on a trouvé un fichier qu'on peut exécuter, qui peut être exécuté par ce groupe, donc je vais faire complete. Vous pouvez l'éditer pour inclure un reverse shell. Ah, il nous donne le reverse shell carrément. On pourrait utiliser celui qu'il nous donne, tout comme on pourrait en prendre un sur le générateur de shell que j'utilise tout le temps. Mais d'ailleurs, celui-là, je pense qu'ils l'ont sorti du générateur de reverse shell que j'utilise. Faut juste pas oublier de changer l'IP ici et le port, surtout n'oubliez pas. Parce que moi, je sais que quand je débutais, j'oubliais comme ça. Des fois, je faisais des petites erreurs d'oubli comme ça, d'inattention, parce que c'est vrai que si on précise pas quelle adresse IP on veut, à laquelle on veut se connecter, forcément ça va pas se connecter à notre adresse IP, c'est logique. Mais quand on débute, on peut facilement oublier ça. Du coup, je vais faire nano cube.sh et je vais tout supprimer, voilà.
Ok, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait dans le fichier. Maintenant, je vais coller le reverse shell et je vais juste modifier l'adresse IP et le port. Du coup, je vais mettre, voilà, ici, mon adresse IP 10.14.32.60. Le port, on pourrait laisser ça, mais je vais mettre 42.42 par habitude. 42.42. CTRL S, on enregistre. CTRL X. Donc, il y a bien notre reverse shell ici. Et là, il donnait un lien pour avoir d'autres reverse shell. Bon, il y a ce site aussi, moi, que j'utilise jamais, mais je connais. Il y a des reverse shell en plein de langages, hein, Java. Enfin, Netcat, c'est pas un langage, mais vous avez compris. Ruby, PHP, Perl. Mais je préfère le générateur de reverse shell, il y a plus de possibilités. Donc on valide ça. Si vous n'avez pas encore compris, ce fichier s'exécute en tant que route quand un utilisateur se connecte à la machine en utilisant SSH. Nous savons ça car lorsque nous nous connectons, nous pouvons voir la bannière qui s'affiche, qui était dans le fichier, ouais c'est ce que j'avais compris. Regardez dans /etc/update des files. Si après que nous ayons placé notre reverse shell dans ce fichier, il s'exécutera en tant que route et nous donnera un reverse shell en tant que route. Démarrer un listener netcat, donc moi je vais juste mettre le port qui me correspond à moi. Je vais ouvrir un nouveau, je vais aller dans ce terminal là, je vais faire nc-lnvp 4242 puisque moi j'utilise le port 4242. Reconnectez-vous en SSH, ouais ok c'est ce que j'avais compris, exit. On va se reconnecter en SSH. Le mot de passe c'était quoi déjà? Ici c'était ça, tac, on se connecte et là normalement ça n'a pas marché. On va vérifier 4/etc/update sh/opt/cube.sh. Normalement c'est censé s'exécuter hein, en tant que route. ls-la, regardez. Puisque ça s'exécute en tant que route, vous voyez. C'est un peu pareil quand on faisait ça avec des tâches dans la cron tab. Quand la tâche était exécutée en tant que route, si on pouvait modifier ce qui était exécuté, on pouvait donc avoir un reverse shell en tant que route. Là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas une tâche automatique, c'est dans une bannière quand on se connecte. Par contre, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné. Est-ce que l'adresse IP, faut pas qu'elle soit entre guillemets, peut-être? À mon avis, c'est ça. Hein. On va essayer ça. Nanocube.sh. À mon avis, l'adresse IP, elle doit être entre guillemets, ça doit être pour ça. Oui, yes. Ça doit être pour ça, à mon avis, ça m'étonnerait pas. Exiter, on va essayer de se reconnecter. Le mot de passe, il est là. Je ne trouvais plus. CTRL-SHIFT-V, on se connecte. J'ai mal copié le mot de passe. Ou alors, non, c'est normal. J'ai un reverse shell, ok, ouais, c'est ça. Mais du coup, on a un reverse shell en tant que route. Who am I? Bon, voilà, si vous faites ce CTF, faites gaffe. Quand vous récupérez le reverse shell ici qui vous donne, l'adresse IP ici, mettez-la entre guillemets. Bon, le port, vous pouvez laisser celui-là, hein, ça fonctionne. Moi, je mets juste un autre par habitude. Donc, on a un reverse shell en tant que route, ça c'est bon. Si vous êtes vraiment bloqué, il y a un walkthrough ici, donc un guide. C'est terminé déjà du coup? On n'a pas de flag route à récupérer? Ok, c'était terminé. C'était plutôt cool comme CTF. Ouais, je pense que c'est pas mal pour les débutants, ouais, ce CTF. Bon, même s'il y a des petits trucs comme ça des fois qu'on peut ne pas penser à vérifier. Par exemple, bon ça faut y penser à mettre entre guillemets l'adresse IP quoi, faut le savoir. Ouais, sinon c'était plutôt cool. Bah, on va aller dans /route, on va voir s'il n'y a pas quelque chose quand même. Par habitude. Ah, il y a un flag, il y a un flag. Félicitations, route flag. Beau travail. Ce CTF a été fait avec amour dans chacun de ses octets par Berserk0 sur Twitter. Remerciement spécial à PSF, toute la team Fofao. Ok. Bon, ben c'était plutôt cool comme CTF. J'espère qu'il vous aura plu. Là, c'était assez cool parce qu'on a pu voir deux services qu'on n'a jamais utilisés en CTF, POP3 et IMAP, on n'a rien fait dessus, mais en tout cas on a vu qu'il y avait ces deux services là qui existaient, parce que dans les autres CTF on a souvent du FTP, du HTTP et du SSH quoi. Là ça changeait un peu. Puis là on a pu fouiller un peu dans les mails sur le service POP3. On a pu faire du brute force en ayant un mot de passe, mais en brute forçant les noms d'utilisateurs tout à l'heure. C'était pas mal. On a fait un peu de recherche. Bon, c'est pas, on pourrait appeler ça de l'OSINT, oui. On a fait en gros un peu de recherche basique pour retrouver les informations qui ont fuité du site en question. Donc c'était vraiment cool. J'aime bien ce petit CTF. Si vous êtes débutant, ça peut être cool. C'est assez varié aussi comme CTF. C'est ça que j'aime bien. Comme je vous ai dit, c'est une étape de recherche sur internet, donc sur Twitter précisément, pour trouver les informations qui ont fuité. Une petite phase de crack de hash, une petite phase de brute force. C'était assez varié. C'était cool. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, je vous mets le compte rendu en description que j'ai pas fait, qu'il faut que je fasse d'ailleurs, me semble. Que je l'ai toujours pas fait. Je vous mettrai donc le lien de la room comme d'habitude. Je vous ai pas dit. Elle est gratuite, donc ça c'est cool. Je vous mettrai les documentations utiles, donc la doc d'Hydra, la doc de John, comme j'ai utilisé John. J'essaierai de vous mettre la doc que j'ai trouvée qui explique la différence entre POP3 et IMAP. Je vous mettrai la doc sur les commandes POP3 donc, que j'ai utilisées. Je verrai s'il y a d'autres docs utiles. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab aussi, il y a le sommaire. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je mets toujours un sommaire en description avec les timecodes si vous voulez aller à une étape bien précise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortent et être notifié. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire.
à dire ce que vous avez pensé de ce CTF ou de la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking